Michel Leroy, bonjour. Vous venez de consacrer un livre à Madame Bassarabo et plus précisément au procès qu'il a rendu célèbre dans les années 20. Qui était sa Amazone rouge? Bien, Madame Bassarabo a marqué l'histoire judiciaire pour avoir tué son mari d'une balle de revolver et expédié son cadavre dans un train avec une malle, dans une malle. L'affaire déjà était assez peu banale. En outre, sa fille a été jugée pour complicité. Mais surtout, ce qui a retenu l'attention, c'est la personnalité très singulière de Madame Bassarabo. Née Louise Grouès, c'était son nom de jeune fille, tante de l'abbé Pierre. Elle a été élevée à Lyon, au couvent de Fourvière. Et très vite, très jeune, elle s'est engagée dans un combat féministe. Elle s'est dressée contre le carcan d'une société patriarcale. Et elle a créé un journal féministe appelé L'Entente. Elle s'est engagée dans l'aile la plus radicale, au moment de la Belle Époque, de ce mouvement féministe. C'est un mouvement qui, dans cette aile la plus radicale, réclamait la restauration d'une société matriarcale et, au-delà de la revendication de l'égalité civique et civile entre les hommes et les femmes, voulait affirmer la supériorité de l'identité féminine. De plus, Héra Myrten, puisque tel était son nom de plume, est l'auteur d'une œuvre assez abondante. Elle a écrit des articles en très grand nombre dans plusieurs journaux. Elle a écrit des essais, des poèmes. Elle a écrit également des pièces dramatiques, dont l'une au moins a été jouée, des romans qui ont été publiés, des romans autobiographiques. Aujourd'hui, on parlerait volontiers d'autofiction. Alors, son œuvre est de qualité certes inégale, mais ses écrits révèlent une personnalité assez complexe, une femme rebelle, une femme tourmentée, qui n'était pas dépourvue de talent, comme un certain nombre de ses contemporains l'ont d'ailleurs salué. Elle a écrit en particulier un roman qui a été publié en 1912, intitulé d'un titre très significatif, « Leur proie », puisque c'est ainsi qu'elle se voyait comme la proie des hommes qui ont cru l'aimer et qui en réalité l'ont exploité, et humilié et bafoué. D'ailleurs, dans ce roman, elle n'épargne pas son premier mari, qui s'est suicidé en 1914 et dont elle a été accusée de l'avoir tué, même si ensuite l'enquête a révélé, après maints rebondissements, qu'elle n'était pas responsable. Alors, en quoi son procès, qui se tient en juin 1922, a-t-il été en tout point extraordinaire? Bien, le procès de Madame Bassarabo a été en quelque sorte une réplique du procès de Landru, à la même époque, même juge d'instruction, même président de la cour d'assises, même avocat, le très talentueux Vincent de Moreau-Giaferi, qui a sans doute, à l'occasion de ce procès, dû affronter l'une des plaidoiries les plus difficiles de sa longue carrière. L'instruction, par ailleurs, a été exceptionnellement longue, marquée par des rebondissements dans l'enquête, des rebondissements assez spectaculaires, marquée par des revirements dans les dépositions. Et puis, avant même le procès, Louise Grouès a été jugée et condamnée. Condamnée par les chroniqueurs, par les écrivains, par les journalistes. Condamnée non pas seulement comme une femme criminelle, mais comme une femme qui a voulu affronter les conventions du temps, qui avait eu la prétention d'écrire, de publier, de militer, un bas bleu sanglant, comme on l'a dit, une Amazone rouge, pour citer une autre expression, la muse de pourpre, les qualificatifs n'ont pas manqué à cette époque. Et puis, autre caractéristique, elle-même a refusé de plaider le crime passionnel. Or, les décisions des jurys de l'époque le montrent, le crime passionnel lui aurait valu l'indulgence du jury. Et puis, le procès lui-même, les nombreuses audiences ont été marquées par des coups de théâtre, en particulier lors de la dernière audience, sa fille, qui était
à côté d'elle sur le banc des accusés, après avoir longtemps gardé le silence, a accusé sa mère du meurtre en y ajoutant la préméditation. Et ultime rebondissement, et cette fois-ci 7 ans plus tard, sa fille reconnaîtra avoir menti sur ce point pour être libérée de Saint-Lazare, la prison où elle se trouvait, et rejoindre une compagne qu'elle y avait connue. Alors finalement, on ne peut s'empêcher de vous poser la question, Madame Bassarabo, coupable ou non coupable? Bien, Madame Bassarabo a été condamnée. Elle a été condamnée à 20 ans de travaux forcés, tout en bénéficiant des circonstances atténuantes. Sa fille, elle, a été acquittée, et d'ailleurs au grand soulagement de sa mère, de Louise Grouès. Quant à elle, quant à Louise Grouès, jusqu'à son dernier sou, jusqu'à sa mort en 1931, elle a proclamé son innocence. Alors, il reste, à mon sens, après avoir examiné les pièces du procès, les archives, sa culpabilité ne fait guère de doute. En revanche, ce qui pose question, et j'ai essayé de trouver quelques réponses, ce sont les motivations. Le crime passionnel n'est pas démontré, le crime d'intérêt dont on a voulu l'accabler n'est pas démontré non plus, et je crois que la préméditation ne peut pas vraiment être retenue contre elle. Alors, oui, une femme coupable certainement, mais aussi une femme victime. Une femme victime de la société patriarcale de son temps, du carcan qu'elle a voulu briser, qui finalement l'a brisé. Une femme victime d'un milieu littéraire qui laissait trop peu de place aux femmes qui voulaient écrire et publier. Et puis une femme victime de son mari qui a dilapidé sa fortune, qui vivait à ses crochets et qui se servait pour entretenir ses maîtresses de la dot des filles de Madame Bassarabo. C'est une reconstitution à travers ce livre. La reconstitution de ce destin assez tragique m'a permis d'entrelacer plusieurs fils. D'une part, une enquête policière que j'ai essayé de mener à bien à mon tour, en m'appuyant sur les pièces du procès qui n'avaient jamais été exploitées depuis 1922. Une histoire également intellectuelle du féminisme français à la Belle Époque, à travers ses multiples courants. Une histoire littéraire de l'écriture féminine, et puis aussi une évocation assez terrifiante, je dois le dire, de la condition pénitentiaire des femmes dans l'entre-deux-guerres.